L'uniforme à l'école, désormais rebaptisé tenue unique par le gouvernement, est devenu un sujet de débat tout autant politique que pédagogique. Pour nous en parler, Alain Sexig, spécialiste de l'éducation, instituteur dans les années 70, devenu inspecteur de l'éducation nationale et aujourd'hui conseiller pour les questions de laïcité au ministère. Bonjour Alain Sexig. Bonjour. Première question, comment expliquez-vous qu'il y ait justement ce débat national sur l'uniforme aujourd'hui ? Je crois que ce débat est revenu en sous-thème, si je puis dire, d'un autre débat sur l'autorité à l'école et par l'école. Alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ça n'est pas fait pour m'étonner, car moi-même, dans les années 2000, au début des années 2000, je travaillais à ce moment-là auprès de Jack Lang, qui était ministre de l'Éducation nationale, et j'avais rédigé une note en lui disant qu'il faudrait peut-être reprendre cette idée un jour, non pas pour uniformiser les consciences ou les comportements des élèves, mais peut-être aussi pour retrouver quelque chose de l'idée initiale de ceux qui avaient fait porter la blouse aux écoliers dans l'école de Jules Ferry au début du XXe siècle, qui était aussi de cacher les appartenances sociales. Et pour n'avoir affaire en classe, pour un professeur, pour un instituteur, qu'à des élèves, et non pas à des enfants issus de telle origine, de telle région, de telle classe sociale, de tel pays aujourd'hui. On voit beaucoup cela. Et au contraire, l'uniforme, c'est quelque chose qui peut, l'uniforme ou la blouse d'écolier, c'est quelque chose qui peut unir, qui peut rassembler les élèves. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une telle nécessité de rassembler devant les phénomènes qu'on a pu qualifier par endroit de séparatisme, c'est au maximum, mais en tous les cas, devant l'éparpillement, devant la composition, disons le creuset très composite des classes. Qu'est-ce que vous avez répondu, Jack Lang ? Aujourd'hui, je crois que beaucoup de monde se rend compte qu'il y a besoin de rituels qui rassemblent. Et comme ça, toujours d'avant-garde, etc. Eh bien, il s'est intéressé à la question. Et il a dit, il y a certainement quelque chose à creuser là. Et il m'a fait venir dans son bureau. Il a également fait venir sa femme, Monique Lang, qui travaillait avec nous au cabinet. Et il a dit, ben voilà, moi je verrais bien, on ne va pas refaire ça à l'ancienne, il faut le faire dans les conditions d'aujourd'hui. Et je verrais bien qu'on fasse appel à des grands couturiers pour réaliser la tenue des élèves dans telle ou telle académie. Alors, on commençait à réfléchir, peut-être que Sonia Riquiel sur l'académie d'Orléans-Tours, peut-être que Asdine Alaya dans l'académie de Toulouse, et ils commençaient à égrener. Bon, certains ont disparu depuis, mais c'était en début 2002. J'avais dû faire cette note en février 2002. Cette conversation, je l'ai eue avec lui à ce moment-là. Et peu de temps après, il y a eu le coup de tonnerre de la qualification de Le Pen au deuxième tour. Donc nous avons fait nos bagages au ministère de l'Éducation nationale et cette idée est restée lettre morte. Je pense qu'il l'aurait bien réalisé. De sa manière. Donc pour vous, c'est quand même une question pédagogique et pas seulement politique, parce que c'est quand même une idée qui à un moment venait plutôt des partis de droite ou de la droite. Et ça joue aussi pour effacer les signes religieux, quels qu'ils soient, à l'école aussi. Oui, ça pourrait participer de cette idée, mais nous avons déjà une loi qui interdit non pas les signes en eux-mêmes, mais les signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Les signes discrets sont évidemment autorisés. Le port d'une petite croix entre peau et vêtements, ou d'une étoile de David, ou d'un Coran entre peau et vêtements, c'est justement le signe de l'intimité de la foi, et ça, personne n'a rien à y redire. Mais les manifestations ostensibles, ça c'est autre chose, et évidemment, cet uniforme ou cette blouse pourrait contribuer à faire diminuer ce phénomène auquel nous sommes affrontés, et même si nous avons une loi qui fonctionne assez bien sur le sujet.
Justement, vous parliez de la blouse. Donc, à un moment, les élèves français ont porté l'uniforme, au-delà de l'uniforme militaire dans les lycées de Napoléon. Parce que j'avais lu que la blouse, c'était aussi pour ne pas faire des taches d'encre. Alors, moi, je fais partie de cette génération, encore, qui a porté la blouse écolier. À l'école maternelle, à l'école élémentaire, je la portais, comme tous mes camarades. Alors, à l'époque, ça n'était pas mixte, hein, c'était l'école de garçons, l'école de filles. Voilà, nous avions tous notre blouse qu'on changeait, voilà, toutes les semaines, les 15 jours, tous les 15 jours ou plus même. Alors nous pensions naïvement que c'était pour éviter de faire des tâches. Ça avait sans doute aussi cette fonction, mais ça n'était pas la fonction primordiale. La fonction primordiale, c'est celle que j'énonçais tout à l'heure, c'était celle de masquer les appartenances, parce que ce n'est pas en fonction des appartenances sociales que l'école doit jouer son rôle vis-à-vis des enfants. Elle doit le tenir de manière égale vis-à-vis de tous. Et dans mon souvenir, l'instituteur aussi portait la blouse, le Ah hussard oui, noir de la République aussi. oui. Hein, oui. Alors moi, quand j'ai débuté comme instituteur, d'abord, dans le secondaire, nous n'avions plus à la porter. Hein, au collège, au lycée, à l'époque d'ailleurs on ne disait que lycée, nous ne la portions pas. Moi je l'ai portée qu'à l'école élémentaire. Hein. Mais nos instituteurs, bien entendu, avaient la blouse. Moi j'ai un beau-frère qui a été longtemps instituteur, qui aurait pu être mon instituteur, mais bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas été le cas, qui a toujours travaillé avec une blouse et la craie dans la poche de la blouse et qu'il sortait pour écrire au tableau. Et là, il y avait donc une uniformisation à la fois des élèves et des enseignants avec cette blouse pour vous. Oui, ben c'est comme comment dire, dans certaines fonctions, dans certains métiers, la blouse ou l'habit joue un rôle extrêmement important. Il y a des rituels. Quand on est avocat, on porte une robe d'avocat. Voilà, et dans le prétoire, il y a tout un rituel qui est là. Ben, ça participe de rituels qu'on a un peu perdus à l'école, mais qu'il serait sans doute heureux de retrouver en les adaptant à notre temps. C'est un peu ce que je disais et que m'avait répondu Jack Lang sur les blues. Ça vaut aussi pour d'autres types de rituels, comme la distribution des prix, par exemple. Alors, on récompense tout hein, dans notre pays. On récompense les cinéastes, on récompense les acteurs, on récompense les vidéastes. Et on a des festivals, des grands prix, on récompense en littérature, on a le Goncourt, on a les Nobel, Mais à l'école, on a fait disparaître ça. Au nom de quoi avons-nous fait disparaître la valorisation du travail, des compétences, du mérite des élèves? Moi, comme inspecteur, vous avez dit tout à l'heure que j'avais été inspecteur, je l'ai été en Seine-Saint-Denis, dans des quartiers qui ne sont pas forcément faciles. Eh bien, j'ai réhabilité la distribution des prix et je peux vous dire que les personnes qui étaient là, les parents d'élèves, les élèves en étaient très fiers, en étaient très heureux de cela. Je crois qu'il y a nécessité, en effet, de retrouver des rituels qui, encore une fois, rassemblent. Mais alors, sur ce point-là, on va peut-être vous objecter que les enfants aujourd'hui, surtout au moment de l'adolescence, sont en mal d'individualité, d'identité personnelle, de développement personnel, et que donc la blouse, les bons points, la distribution de prix, ça va être très très loin de leur préoccupation ou de leur éthique de vie, non? Oui, mais c'est vrai. Et moi, je me souviens, lorsque j'étais adolescent, on n'avait plus à porter de blouse en collège, en lycée, mais si d'aventure quelqu'un s'était avisé de nous la faire porter, sans doute aurions-nous protesté. Bien sûr, c'est le propre de cet âge-là. Mais j'observe que dans un certain nombre de pays, l'uniforme est porté. C'est le cas aussi dans les dom-toms, pour nous, sans que cela pose problème, y compris à l'adolescence. C'est quelque chose qui peut s'expliquer, qui peut se discuter, vis-à-vis de quoi des adolescents peuvent se prononcer en contre, éventuellement, mais c'est une très bonne chose que des adolescents se prononcent en contre ce que peut leur proposer la société adulte. C'est aussi comme ça qu'on se construit. On se construit aussi en réaction. Bon, que chacun joue son rôle et les choses iront bien. Oui, parce que
Pour aller dans votre sens, à cet âge-là, on est très souvent aussi victime des marques de chaussures, de sweatshirts. Et ça éviterait ça aussi. Mais oui, bien sûr, ça éviterait ça, évidemment. C'est-à-dire qu'on a chassé la blouse, mais on a retrouvé d'autres types d'uniformes à l'école. Hein. Effectivement, des marques, des blousons de marque, et on se montre, et on dit moi j'ai ci, moi j'ai ça, ça suscite des jalousies, Oui, bon, alors qu'est-ce qu'on a gagné, hein? Alors justement, là, vous en parliez il y a un instant, il y a de très nombreux pays, notamment la Grande-Bretagne, on voit toujours les enfants avec leurs cravates, leurs costumes très, très jeunes, mais aussi une grande partie de l'Asie, l'Inde, le Japon, ils portent l'uniforme. Effectivement, les Antilles françaises le portent, et sans que ça ait l'air de poser problème ni discussion nationale. Comment expliquez-vous que ça puisse passer aussi bien dans certains pays et qu'en France, ça continue à diviser autant? Parce que je vous dis, ça fait partie de traditions nationales ou locales, de rituels adoptés depuis longtemps et sur lesquels on ne se pose plus trop de questions. Je veux dire, ça se passe comme ça parce que ça s'est toujours passé comme ça. Les Antilles, c'est pas si ancien, c'est une quarantaine d'années, non, je crois. oui, je pense effectivement, vous dites vrai, une quarantaine, une cinquantaine d'années, mais ça se passe très bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'animer des sessions de formation dans quelques pays africains, en particulier au Gabon, avec des directeurs d'école, des inspecteurs. C'est le cas là aussi, sans que ça pose le moins du monde problème. S'il y avait une comparaison à faire, ça pourrait être le maillot d'une équipe sportive. Ben voilà, tout le monde comprend. Quand on joue dans une équipe, qu'on va porter le même maillot, qu'on va le défendre, qu'on va être fier de ça. Et, bon, Pour vous, ça peut aussi donner une fierté d'appartenir à son collège. Ça peut. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut rechercher coûte que coûte, mais ça peut, oui. Et ça donne une communauté, une cohésion, une certaine cohésion. Et nous en avons besoin de cette cohésion à l'école aujourd'hui. Mais l'uniforme ne va pas suffire, non? Ah mais si on s'imagine que dans mes propos, il y a l'idée que c'est la solution magique, on se trompe totalement. Il n'y a aucune solution magique pour résoudre les problèmes que nous pouvons connaître actuellement, les tensions que nous pouvons connaître à l'intérieur de notre école, qui ne sont pas le fait de tous les établissements partout, bien évidemment. Mais enfin, chacun suit ce qui se passe, il y a des tensions par endroits. Mais qu'on ne s'imagine pas, enfin en tous les cas, celui qui s'imagine qu'on a trouvé la solution magique, il se trompe lourdement. Mais ça peut participer d'une affirmation de la cohérence et de la cohésion des comportements et des actions au sein des établissements scolaires, au sein de l'institution scolaire. Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'expérimentation qui est lancée, là, je crois, dans une centaine d'établissements, une centaine de collèges, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça qui se sont portés candidats, et pas tellement de régions non plus qui ont été prêtes à le faire et à le financer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette expérience, pour le coup, in vivo, là, oui? Ce qu'on peut en attendre, c'est un certain bilan au bout d'un an, d'une année, de 2 années d'expérimentation. On verra bien, par exemple, si les mentalités ont évolué sur la question. Parce que j'imagine qu'on a pu avoir des discussions déjà avant que l'expérimentation ne soit lancée dans les établissements. Il y a dû y avoir des discussions dans les classes. Les élèves ont pu s'exprimer sur ce qu'ils pensaient de cela. On peut même imaginer que majoritairement, enfin disons qu'un bon nombre d'élèves se soient prononcés contre une telle expérimentation. Il y a des choses. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, on verra bien si ça a évolué, si on s'est senti brimé parce qu'on devait porter un uniforme ou pas. Donc le côté explication, pédagogie doit quand même primer pendant... C'est fondamental, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore faut-il que les enseignants qui ont à travailler dans les établissements qui tenteront cette expérimentation soient eux-mêmes bien informés de la chose et convaincus de la chose. Hein. Et les parents et les enfants aussi. Il y a les parents, il y a les enfants, mais
Je n'ai pas entendu parler. Oui, si, j'ai entendu dans un établissement où des parents avaient protesté, avaient dit Oui, avaient renoncé c'était, finalement. oui, avaient renoncé. Oui, j'ai entendu parler de là. Mais bon. Parce que normalement, c'est une modification du règlement intérieur du collège, et donc il faut qu'il y ait un conseil d'administration qui le valide, ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça sera comme toujours. Il y aura des pour, il y aura des contre, on discutera, on votera, on verra bien. Mais voilà, c'est le mode opératoire qui a été choisi, l'expérimentation, plutôt que voilà, un arrêté, voire une loi qui dit maintenant c'est comme ça dans notre pays, c'est pas plus mal qu'on respecte le rythme d'appréhension de cette question par le pays tout entier. Parce que quand on parle de l'école, on parle de tout le monde. Hein. C'est tous les enfants du pays, et puis c'est les parents d'élèves, derrière c'est tout le monde. Donc, mais moi j'observe quand même, je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres échos que moi, que la question ne fait pas tant de remous que cela. Oui, finalement, les expérimentations, on n'a pas eu d'écho de rejet violent ni rien, absolument. Bon, oui. on va voir. Donc on peut être surpris du résultat. Ben, j'espère. Est-ce qu'il y a des résistances à ce projet qui est porté au début d'ailleurs par ce gouvernement d'uniforme, de tenue unique? Est-ce qu'il y a une résistance même à l'intérieur du ministère? Écoutez, celui qui en a parlé, surtout, c'était Gabriel Attal au moment où il était ministre de l'Éducation nationale. Chacun sait qu'il est Premier ministre aujourd'hui. Nicole Belloubet, qui arrive, reprend le dossier. Elle laissera bien entendu se poursuivre et elle suivra les expérimentations en cours. Mais on peut penser, moi je connais assez bien ce ministère, on n'en a pas parlé pendant longtemps, ça n'est plus la règle depuis des décennies dans nos établissements scolaires. Donc les fonctionnaires même du ministère peuvent être surpris ou en tous les cas peu investis sur le sujet, si vous voulez. Ça, certainement. De là à parler de résistance, il y a plutôt une forme d'interrogation, voire une forme de distance un peu par rapport au sujet, mais il n'y a pas de rejet à proprement parler. Il y a pas de, voilà, je ne pense pas. Je ne l'ai pas senti s'exprimer. On peut avoir des réflexions, je vous dis, un peu de distance, un peu ironique parfois. Voilà. Ah, ben voilà, on va retrouver l'école de grand-papa. Et bon, on peut trouver ça. Et justement, c'est votre expérience d'instituteur qui vous fait défendre d'une certaine manière l'uniforme. Vous vouliez nous parler de cette expérience, justement, oui. Alors, moi, lorsque j'étais instituteur, lorsque j'ai commencé, déjà, l'uniforme ne se portait plus. Et je n'avais pas ces idées à l'époque. Jeune instituteur, vous savez, j'ai commencé en 72-73, 1900, hein, pas, voilà, 1972-73. On était à quelques années de 68, de mai 68. Les idées que nous professions à l'époque, entre nous, c'était certainement pas le retour à l'uniforme et des choses comme ça. On avait d'autres visées. On avait peu conscience d'ailleurs d'appartenir à une institution. On avait même du mal entre nous à prononcer le beau mot d'instituteur. On disait instit. Je me souviens très bien d'une réunion à laquelle nous étions quelques-uns à participer, nous devions rédiger un tract, voilà, syndical. Et quand le mot instituteur est venu sous la plume de celui qui la tenait, qui écrivait, quelqu'un a dit « Ah non, ça suffit, instituteur, il faut dire instit. » Il faut dire instit, c'est pas John, si vous voulez. Bon. Moi, j'ai mis du temps à comprendre à quel point le métier d'instituteur était grand. Vous savez, l'instituteur, c'est celui qui institue. La racine latine du mot, c'est sto, stas, stare, se tenir debout. L'instituteur, c'est celui qui aide l'enfant à se tenir debout et à s'élever. C'est pour ça qu'on les appelle des élèves dans l'école. Hein, celui qui aide, de la même manière que les institutions, ce sont les organisations qui aident un État, une société à se tenir debout, si vous voulez. J'ai mis du temps, et d'autres de ma génération avec, à comprendre l'importance
de l'institution scolaire et du rôle fondamental, de socle même de la société qu'elle avait à jouer. Alors, au début, nous pouvions nous-mêmes avoir un regard critique, distancié, ironique vis-à-vis de cette institution à la grand-papa, les vieilles barbes, Jules Ferry, etc. On ironisait facilement là-dessus. Et puis avec le temps et l'expérience, avec nos élèves, auprès de nos élèves, eh bien on en a compris toute l'importance. Et aujourd'hui, j'en suis un fervent défenseur.